Cette affaire est devenue l'une des plus controversées et complexes dans l'histoire des forces de l'ordre de l'État d'Iowa. Initialement, l'incident a été classé comme de la légitime défense, mais plus les enquêteurs creusaient, plus les questions surgissaient. L'enquête ressemblait à un labyrinthe, où derrière chaque tournant se révélèrent de nouvelles perspectives inattendues. Les enquêteurs ont découvert de nombreux participants potentiels, qui semblaient tous avoir disparu sans laisser de traces significatives. Chaque nouvelle piste prometteuse menait finalement à une impasse. Le temps passait sans que la clarté ne soit obtenue. Au contraire, au fil des années, des doutes sont apparus sur la substance fondamentale de l'affaire. On soupçonnait que le fondement de l'enquête pourrait être construit sur le sable de témoignages peu fiables et de fausses suppositions. À la fin des années 90, la famille Roberts a déménagé de la trépidante Chicago vers la petite ville d'Early dans l'Iowa. Tracy et Michael, un jeune couple marié, se sont rapidement intégrés dans la communauté locale. Elle était américaine de naissance, lui venait d'Australie. Pour les deux, ce n'était pas le premier mariage. Tracy avait un fils d'une relation précédente. Michael était considéré comme un véritable génie de l'informatique et développait son entreprise informatique depuis chez lui. Sa tête bouillonnait d'idées qu'il voulait réaliser. Tracy, quant à elle, était l'âme de toute réunion, une femme au foyer joyeuse et sociable qui aimait le sport et paraissait toujours parfaite. Leur histoire d'amour a commencé sur Internet et s'est transformée en une romance passionnée. Moins de 3 semaines après leur première rencontre, ils se sont dit oui. Peu après, ils sont devenus parents d'un fils et d'une fille. De l'extérieur, l'harmonie parfaite semblait régner dans la famille. Beaucoup admiraient la détermination de Michael. Particulièrement leur voisine Mona, une agent immobilier, en était impressionnée. Ils ont conclu avec succès plusieurs affaires rentables et Mona était prête à tout pour poursuivre la collaboration. La sympathie semblait être réciproque. Un jour, Mona a confié à Michael les problèmes de son fils, Dustin, âgé de 20 ans. Le jeune homme était très renfermé et ne trouvait pas sa place dans la vie, changeant constamment d'emploi. Michael a montré de l'empathie et a proposé de prendre le jeune homme sous son aile et de développer son potentiel. Mona a accepté avec joie. Il a commencé à initier Dustin aux subtilités de son entreprise, l'a emmené en vacances et même à l'église, le soutenant de toutes les manières possibles. Aux yeux de ses semblables, Michael était considéré comme une personne bienveillante, agréable et serviable. Son épouse Tracy était également appréciée de tous comme étant charmante et sociable. Dans la paisible ville d'Early vivait une famille ordinaire. Tracy, son mari et 3 enfants. Alors que son mari était souvent absent pour le travail, Tracy, âgée de 35 ans, s'occupait de la maison et des enfants. Personne n'aurait pensé que leur vie tranquille pourrait changer soudainement. La soirée du 13 décembre 2001 commença comme d'habitude. Tracy préparait le dîner et réchauffait le repas dans la cuisine. À l'étage, elle faisait couler un bain pour sa fille d'1 an. Les 2 garçons plus âgés, de 3 et 11 ans, regardèrent la télévision dans la chambre de Bear, le fils aîné. Soudain, le cri perçant de Tracy résonna dans toute la maison. Bert, inquiet, courut vers l'origine du bruit et vit sa mère essayant d'entrer dans sa chambre. Mais quelqu'un la tira brusquement dans le couloir. Tracy réussit tout juste à donner le bébé à son fils avant que la porte ne se ferme. Derrière la porte, on entendait une bagarre et des appels à l'aide étouffés. Puis il y eut un bref silence, interrompu par des bruits forts. Bear, effrayé par les événements, ne savait pas quoi faire. À 19h, le garçon de 11 ans appela le numéro d'urgence 911. Il signala que des intrus étaient entrés dans leur maison et s'en prenaient à sa mère.
Le standardiste reconnut la gravité de la situation et envoya immédiatement la police et les services d'urgence sur les lieux. Après quelques minutes, après plus de 30 kilomètres de route, les services d'urgence arrivèrent à la maison. Ils trouvèrent les enfants en pleurs et Tracy effrayée devant la maison. La femme pointa l'escalier et cria qu'il y avait quelqu'un en haut. Cependant, selon le protocole, les ambulanciers ne pouvaient pas entrer dans la maison tant que la police n'avait pas assuré la sécurité. Il s'avéra que Tracy avait réussi à se défendre contre les visiteurs indésirables. À la suite de l'incident, l'un d'eux fut blessé tandis que l'autre s'enfuit. Pendant que la police inspectait la maison, les ambulanciers commencèrent à soigner Tracy et tentèrent de la calmer, elle et les enfants, après l'incident. Les agents des forces de l'ordre arrivés sont montés au premier étage, où ils ont trouvé un jeune homme inconscient. Il n'y avait personne d'autre dans la maison. Tracy avait de graves problèmes respiratoires. Alors les ambulanciers l'ont immédiatement transporté à l'établissement médical le plus proche. La situation semblait être un incident inattendu, mais d'autres difficultés allaient au suivre. La famille avait été complètement déconcertée. Il y avait beaucoup de questions auxquelles personne ne pouvait répondre. Les enquêteurs ont commencé leurs investigations pour démêler cet enchevêtrement complexe d'événements. L'incident a secoué la ville tranquille d'Hurley, où vivaient seulement 500 personnes et où rien de comparable ne s'était jamais produit auparavant. Pendant l'interrogatoire, le fils de 11 ans de la victime a rapporté avoir vu quelqu'un bloquer le chemin de sa mère vers la chambre des enfants et la tirer violemment en arrière. Le garçon, d'abord paralysé, a décidé de se défendre lui-même et les autres enfants si sa mère n'y parvenait pas. Il a pris une batte de baseball et s'est préparé à l'autodéfense. Quand le bruit a diminué, il n'entendait plus que la respiration lourde de sa mère. Après un moment, l'enfant a entendu les voix de 2 hommes venant de l'extérieur. Ils ont commencé à frapper à la porte, et le garçon effrayé s'est mis à crier et à utiliser tous les gros mots qu'il connaissait pour chasser les visiteurs indésirables. Derrière la porte, on entendait des piétinements et des cris masculins. Puis plus de 10 bruits aigus ont retenti, après quoi la mère a ouvert la porte. Apprenant l'incident, l'ami de la famille Mona s'est précipité sur les lieux à la recherche de son fils de 20 ans, Dustin, qui était ami avec la famille. Sa voiture était dans l'allée, mais à l'arrivée de la femme, toute la zone, y compris la voiture de son fils, était bouclée. On ne lui a pas permis d'entrer dans la maison des Roberts. La femme a interrogé les agents présents sur le sort de son fils et a reçu de tristes nouvelles. Le jeune homme, dont le mentor était le chef de famille, gisait immobile près de la chambre au premier étage. Cela s'est produit pendant la confrontation en raison des actions illégales du jeune homme. La police n'a donné aucune information supplémentaire à Mona. On ne lui a pas permis de dire au revoir à son fils et on n'est pas entré dans les détails de l'incident. La femme est restée dans l'ignorance totale des circonstances de l'incident. À 20 kilomètres de chez elle, Tracy s'est réveillée dans un établissement médical et a enfin pu respirer normalement. La victime a partagé les détails de cette soirée avec les représentants de la loi. La mère de 3 enfants a raconté qu'elle préparait un bain à l'étage quand elle a entendu un bruit au rez-de-chaussée. Supposant que son mari était rentré plus tôt de son voyage d'affaires, elle est allée voir, mais a découvert 2 étrangers. Quand elle a vu qu'ils montaient les escaliers, Tracy a réussi à courir jusqu'à la chambre de son fils aîné et à lui confier sa plus jeune fille. Elle a essayé de se cacher là, mais n'y est pas parvenue. Elle a été traînée dans le couloir. L'un des intrus a essayé de l'étouffer. Tracy a perdu connaissance, et quand elle est revenue à elle, elle a entendu les cris de Bear derrière la porte. Elle a reconnu son opportunité d'agir et s'est précipitée vers l'armoire à armes près du lit, dans la chambre principale. Les poursuivants l'ont rattrapée, mais comme par miracle, la femme a réussi à ouvrir le coffre-fort, à sortir l'objet d'autodéfense
et à l'utiliser. Tracy ne pouvait pas voir les intrus à cause de la fumée après l'utilisation de l'arme, mais elle a entendu quelqu'un s'enfuir de la maison. En conséquence, l'un des jeunes hommes gisait inconscient, l'autre avait disparu. En entendant les voix effrayées des enfants, la femme est allée à la chambre de son fils. Quand elle a ouvert la porte, elle a tout juste évité la batte de baseball de son fils, qui essayait de se défendre. Heureusement, les enfants allaient d'eau bien. Quand la fumée s'est dissipée dans la chambre, Tracy a vu Dustin, 20 ans, allongé sur le sol, qui était conscient. Selon son témoignage, le jeune homme a commencé à se lever, et elle, en état de choc et armée, lui a ordonné de rester sur place. Elle a crié de ne pas bouger, mais Dustin, le fils de son amie Mona, n'a pas obéi. Il a commencé à se lever et à se diriger vers elle. Par peur pour sa sécurité et la vie des enfants, elle a utilisé l'objet d'autodéfense, après quoi Dustin a cessé de bouger. Aucune trace du second intrus n'a été trouvée. Ce jour-là, Dustin est apparu de manière inattendue à la maison des Roberts. Quand il a appris que le mari de Tracy n'était pas là, il n'a pas quitté la véranda pendant longtemps et a montré un comportement étrange. Tracy a dû lui demander avec insistance de partir. Plus tard, Tracy a décrit le second impliqué dans l'incident. Un homme grand d'environ 30 ans aux cheveux foncés, dont elle n'a pas pu reconnaître le visage. Ce soir-là, son mari Michael était en voyage d'affaires à Minneapolis. La situation semblait inexplicable. Pourquoi Dustin, à qui Michael avait accordé son soutien, était-il dans leur maison avec un inconnu? Tracy était très inquiète, car elle savait que le second impliqué dans l'incident n'avait pas encore été trouvé. Elle avait peur de rentrer chez elle et de rester seule. La police n'a pas pu trouver le second homme pendant longtemps, car il n'avait qu'une description vague de Tracy. Les enquêteurs ont examiné l'entourage de Dustin pour découvrir qui aurait pu être avec lui dans la maison des Roberts. Beaucoup admiraient les actions de Tracy et la considéraient donc comme une héroïne. Son histoire a attiré l'attention nationale. Tracy a donné plusieurs interviews. Devant la caméra, elle et Michael se sont tenus la main et elle a dit calmement « J'ai fait ce que je devais faire pour protéger ma famille. » Le public l'a applaudi. Beaucoup considérèrent ses actions comme justifiées. Tracy a fait preuve de courage en protégeant non seulement elle-même, mais aussi les enfants. On l'a comparée à une mère ours protégeant ses petits. Tracy s'est efforcée de garder son calme et de prendre soin de sa famille. Elle espérait que les forces de l'ordre trouveraient bientôt des réponses à toutes les questions et restaureraient le sentiment de sécurité dans sa maison. Cependant, les enquêteurs étaient habitués à remettre en question toutes les déclarations. Ils ont commencé à analyser soigneusement toutes les circonstances de l'incident, car l'histoire de la femme qui avait dû se défendre ne leur semblait pas tout à fait convaincante. Plus les officiers plongeaient dans les dossiers de l'affaire, plus les questions surgissaient. Malgré le large soutien public à Tracy, ce qui s'était passé était un véritable choc pour certaines personnes. La mère du jeune homme qui était au centre de ces événements traversait le moment le plus difficile de sa vie. Ce qui s'était passé lui avait littéralement brisé le cœur. Pour elle, tous les détails de l'incident rapporté par Tracy semblaient n'avoir aucun sens. La mère pensait constamment à cette fatidique soirée et essayait de comprendre ce qui était réellement arrivé à son fils. À ce moment-là, la mère du jeune homme, Mona, donnait des interviews aux journalistes. Elle était déconcertée par l'incident et ne pouvait pas croire ce qui s'était passé. Dustin n'était pas agressif, au contraire. C'était un bon garçon, a dit Mona. Il n'a jamais montré d'hostilité envers les autres et n'a pas eu de problème avec la loi. Il n'y avait aucun signe qu'il puisse se comporter de manière agressive envers la famille Roberts. Cependant, Dustin avait des difficultés d'adaptation sociale et visitait même un psychologue avec sa mère. Il avait du mal à se faire des amis à l'école.
ses pairs se moquaient souvent de lui et ne l'invitaient pas aux fêtes. Mona a emmené son fils chez plusieurs spécialistes, mais ils ont tous donné des diagnostics différents et n'ont rien pu dire de concret sur la possibilité que cela conduise à un comportement incontrôlé parce que l'adolescent ne pouvait pas gérer ses émotions. Tracy a avoué aux enquêteurs qu'elle avait toujours craint Dustin. Elle se sentait mal à l'aise et en insécurité en sa présence, même lorsque son mari était là. Elle essayait d'éviter les rencontres avec le jeune homme et n'a jamais accepté de le laisser seul avec les enfants. La femme était convaincue qu'il pourrait leur faire du mal. Ces accusations ont choqué Mona. Elle n'avait aucune idée que son ami avait de telles difficultés à traiter avec son fils. Il lui semblait que tout avait l'air très différent. Les enquêteurs, après avoir examiné la scène du crime, ont conclu qu'il n'y avait pas de raisons évidentes au comportement agressif de Dustin, à moins qu'il ne s'agisse d'un enrichissement matériel planifié. Dans la maison des Roberts, de nombreux objets de valeur étaient de conserver. C'est pourquoi Tracy soupçonnait que les visiteurs non invités voulaient s'enrichir en prenant de l'argent liquide ou, par exemple, l'un des équipements de collection de Michael. Cependant, les actions des inconnus ne ressemblaient pas à une tentative de s'approprier des objets de valeur. Ils n'ont même pas touché à l'argent et aux bijoux qui étaient invisibles et n'ont pas essayé de prendre les bijoux de Tracy lorsqu'elle a perdu connaissance. Au lieu de cela, ils se sont directement attaqués à elle, comme si la violence était leur véritable objectif. En même temps, ils n'ont pas essayé de commettre des actes illégaux. L'enquête a rapidement conduit la police à un mobile possible pour cet incident. Tracy et son mari ont rapporté un incident désagréable survenu récemment. Peu avant l'intrusion dans leur maison, la femme avait subi un comportement inapproprié de son dentiste pendant un traitement sous anesthésie. Elle s'est réveillée au moment le plus inopportun. Le docteur a essayé de convaincre Tracy de garder tout secret. Il a promis de consulter des spécialistes et de lui verser 150 000 $ de compensation. Tracy a partagé l'incident avec son mari qui a insisté pour porter plainte auprès des autorités. Dans 2 jours, elle devait témoigner devant le tribunal avec de graves accusations contre le dentiste. On soupçonnait qu'il aurait pu être le second inconnu qui s'était introduit dans la maison pour empêcher Tracy de témoigner. Cependant, l'enquête a révélé que le dentiste n'avait aucun lien avec Dustin et disposait d'un alibi solide. Il était au travail. Puis Tracy s'est souvenue d'une autre personne qui pourrait lui vouloir du mal. C'était son premier mari, John Pittman. Ils s'étaient là rencontrés à l'université Northwestern à Chicago, où tous deux étudiaient la médecine. John était un étudiant en dernière année qui faisait un stage dans une clinique de Chicago, tandis que Tracy, âgée de 19 ans, commençait tout juste ses études d'assistante en radiologie. Il avait un caractère dominant, mais Tracy, qui avait grandi avec un père exigeant, considérait ce comportement comme normal. Ils se sont mariés et ont déménagé à Denver, où leur fils est né. Au début, Tracy acceptait le besoin de contrôle de son mari comme acquis. Mais avec le temps, la relation s'est détériorée. En 1992, elle décida de mettre fin à cette relation malsaine. Après la séparation, la question de la garde du petit Bear, âgé de 3 ans, s'est posée. Le garçon a partagé avec sa mère des informations inquiétantes sur le comportement de son père. Des audiences judiciaires tendues sur la garde ont commencé. Bien qu'il n'y ait pas de preuves directes d'un comportement inapproprié du père, Tracy a insisté sur sa version. Pendant cette période, le fils vivait avec sa mère. Le conflit de garde s'est prolongé et était encore en cours au moment de l'incident. C'est pourquoi John Pittman est apparu comme un candidat probable pour le rôle de complice ou commanditaire de l'incident. Même le petit Bert soupçonnait l'implication de son père dans ce qui s'était passé. Les autorités ont contacté leurs collègues en Virginie, où vivait John, pour vérifier sa localisation le jour de l'incident.
Il s'est avéré qu'il avait un alibi solide. Il travaillait dans une clinique à ce moment-là. John a nié toute implication dans l'incident et aucune preuve n'a été trouvée contre lui. À ce moment-là, John était un chirurgien plastique respecté avec une réputation irréprochable. Ses connaissances ne croyaient pas qu'il puisse nuire à son fils ou à son ex-femme, pour laquelle il avait perdu tout intérêt depuis longtemps. Néanmoins, les enquêteurs continuaient de le considérer comme un possible participant à l'affaire. Le temps passait, mais l'enquête stagnait. Tracy se sentait de plus en plus mal à l'aise, craignant que le second participant à l'incident ne revienne. Pendant cette période, l'attention des enquêteurs s'est portée sur le second mari de Tracy, Michael. En y regardant de plus près, il est apparu que leur mariage avait perdu sa chaleur d'antan depuis longtemps. Certains soupçonnaient tant que Michael aurait pu essayer de mettre fin à la relation d'une manière inhabituelle. Cette version avait ses fondements. Bert, le fils aîné de Tracy, a partagé des informations inquiétantes sur son beau-père. Selon ses dires, l'homme était très strict et punissait souvent durement le garçon pour les moindres infractions. Étonnamment, Tracy semblait ne pas remarquer ce comportement de son mari et ne défendait pas les enfants. Peut-être était-elle habituée à ce type de traitement depuis son enfance et n'y voyait rien d'inhabituel. Les soupçons des enquêteurs ont été renforcés par le comportement de Michael à l'hôpital lorsqu'il a rendu visite à ses proches. Cela les a rendus méfiants. On avait l'impression que l'homme était sincèrement surpris de la voir en bonne santé. Peut-être que cela ne correspondait pas à ses attentes. Cependant, Michael avait un alibi irréfutable. Il était en voyage d'affaires dans une autre ville, ce qui a été confirmé par les enregistrements des caméras de surveillance. L'homme a été soumis à un test de détecteur de mensonges, mais les résultats étaient ambigus et il dissimulait manifestement quelque chose. Les enquêteurs soupçonnaient que la probabilité de sa participation à l'organisation de l'incident était assez élevée. Après un an de travail méticuleux, les enquêteurs n'ont pu trouver aucune preuve irréfutable. Cependant, le comportement du mari de la victime soulevait des questions. Il a caché à sa femme les résultats du test du détecteur de mensonges et n'a montré aucune empathie. Cela a éveillé de nouveaux soupçons chez Tracy, particulièrement quand elle a appris l'échec du test de son mari. La femme est devenue extrêmement méfiante et a soupçonné que son mari et Dustin avaient tôt conspiré contre elle pour obtenir la garde exclusive des enfants. Tracy a partagé ses craintes avec le shérif et a mentionné les paroles de Michael sur une conspiration pendant son sommeil. Elle était convaincue qu'ils travaillaient ensemble. Les enquêteurs ont commencé à examiner Michael de plus près et ont découvert que son entreprise informatique était au bord de l'effondrement et qu'il était endetté. Le couple avait des polices d'assurance élevées, ce qui a conduit à soupçonner que le mari aurait pu recourir à des mesures extrêmes pour résoudre ses problèmes financiers. De plus, il était ami avec Dustin et aurait théoriquement pu persuader le jeune homme d'aider. Cependant, ce n'étaient que des suppositions sans preuve tangible de l'implication de Michael. Pendant ce temps, la relation des époux Roberts s'est détériorée. En l'an 2004, 3 ans après l'incident, leur mariage a été dissous à l'initiative du mari. Cependant, les autorités n'avaient toujours pas de base pour arrêter le commanditaire présumé. Après le divorce, Tracy a déménagé avec les enfants à Omaha, a changé de travail et même son nom. Elle s'est cachée par peur que les événements ne se répètent. Mona, la mère de Dustin, a également déménagé dans une autre ville avec ses filles. Mona était émotionnellement épuisée, mais a juré de restaurer la réputation de son fils. Elle réfléchissait constamment à ce qui s'était passé et aux raisons de l'apparition de Dustin dans la maison de Tracy. La mère refusait de croire que son fils puisse nuire aux personnes qui étaient ses mentors. Le jeune homme appréciait beaucoup la relation avec cette famille en raison de ses problèmes de socialisation et était reconnaissant envers Michael pour son soutien.
Mona prévoyait même de déposer une plainte pour tenir Tracy responsable et découvrir la vérité sur cette nuit-là. Ses avocats ont commencé leurs propres enquêtes et ont remarqué des incohérences dans les déclarations de la victime. Dans une version, Tracy affirmait avoir reconnu Dustin immédiatement. Dans une autre, elle disait avoir déterminé son identité plus tard. Elle décrivait également sa position au moment de l'acte différemment. En raison de ces incohérences, les avocats ont soupçonné que l'histoire de Tracy pourrait ne pas être véridique. La veille de Noël, la mère de Dustin est allée faire des courses pour les fêtes. Elle a appelé à la maison pour savoir si son fils s'était levé, car il avait un rendez-vous important. La fille a informé que Dustin était déjà parti. Mona s'est réjouie et a pensé que c'était un bon signe. Il s'était réveillé de lui-même et avait accompli ses tâches. Plus tard, cependant, le neveu de Mona l'a informé d'un incident dans la maison de ses connaissances, Michael et Tracy. Mona s'y est immédiatement rendue et craignait le pire pour le couple, mais ne pouvait pas imaginer que quelque chose était arrivé à son fils. Elle se souvenait que Tracy avait elle-même invité Dustin la veille pour l'aider avec quelque chose. Mona soupçonnait que Tracy l'avait attiré avec de mauvaises intentions. La mère était convaincue que Tracy cachait quelque chose. Mais personne n'écoutait Mona jusqu'à ce que, 7 ans plus tard, l'équipe d'enquête change. L'affaire a été rouverte et les officiers ont douté de la version de Tracy selon laquelle elle avait héroïquement sauvé ses enfants. Il n'y avait aucun signe d'effraction ni de tentative de vol d'objets de valeur dans la maison. Comment 2 personnes auraient-elles pu entrer ? Tout indiquait que l'incident s'était produit à proximité immédiate et aucune preuve d'un second auteur n'a été trouvée. Les nouveaux enquêteurs ont décidé de parler avec le premier mari de Tracy. Il s'est avéré qu'il ne ressemblait pas du tout au monstre que Tracy avait décrit. L'homme a raconté que c'était elle qui avait les accès de colère. Une fois, elle a même pointé une arme sur lui pour l'intimider. Finalement, elle a endommagé le plafond et le mari a dû appeler la police. Cependant, Tracy l'a expliqué comme un accident et a échappé aux conséquences. Selon le témoignage de John, c'était Tracy, pas lui, qui se comportait de manière agressive, était infidèle dans le mariage et gaspillait son argent. Ses soupçons l'ont poussé à engager un détective privé qui a confirmé que de nombreux admirateurs de Tracy quittèrent la maison en l'absence du mari. Finalement, l'homme a demandé le divorce car il craignait pour sa sécurité et ne supportait plus son comportement. Il s'inquiétait pour son fils qui grandissait dans une atmosphère malsaine et s'est battu pour la garde, ce qui a mis Tracy en colère. Malgré ses tentatives de monter le fils contre le père, elle n'avait aucune preuve de maltraitance de la part de l'ex-mari. Elle a compris que les chances de l'ex-mari d'obtenir la garde étaient plus élevées, et c'est peut-être ce qui l'a poussé à des actions désespérées pour diffamer John. L'histoire du dentiste, accusé de comportement inapproprié, a pris un tournant inattendu. Il s'est avéré qu'il avait en fait reçu pendant longtemps une attention non désirée d'une patiente. Le médecin avait des preuves, des enregistrements vidéo des caméras de surveillance du cabinet. Fait intéressant, Tracy, en l'apprenant, a retiré sa plainte contre le dentiste la veille de l'incident. Son second mari, Michael, qu'elle avait accusé de comportement agressif après leur séparation, a également réfuté ces allégations lors de sa conversation avec les enquêteurs. Il a parlé de son côté de l'infidélité de sa femme et de son caractère difficile. Michael a supporté la situation à cause des enfants, mais a finalement divorcé. Il a admis avoir été un père strict, mais a nié toute accusation d'agression envers sa femme et ses enfants. Selon ses dires, Tracy montait les enfants contre lui. Après le divorce, l'homme a déménagé en Californie et s'est concentré sur son entreprise, dans laquelle il a réussi. L'impression s'est créée que la femme avait diffamé tous ceux autour d'elle, essayant de se présenter comme une victime des actions des hommes dans son entourage. Mais la réalité s'est avérée différente. Les enquêteurs doutaient de la véracité du récit de Tracy concernant les événements du 13 décembre 2001.
Il devait lui parler personnellement, mais la mère de 3 enfants avait non seulement déménagé dans un autre État et changé ses données, elle changeait constamment ses coordonnées. Pendant que les agents tentèrent de trouver la femme, ils interrogeaient ses amis proches pour comprendre les motifs. Une des amies a donné des indices importants. Sous la pression des agents, elle a raconté qu'elle avait aidé Tracy à nettoyer la maison après l'incident. Lorsque Tracy lui a montré l'endroit d'où elle s'était prétendument défendue, ce qui était décrit semblait physiquement impossible. Il n'était pas clair comment une femme ordinaire aurait pu gérer 2 hommes dans une telle situation. Les policiers ont dû réexaminer toutes les preuves. Parmi elles se trouvait un vieil ordinateur trouvé dans la voiture de Dustin. Tracy le considérait comme la preuve principale d'une tentative d'avantage matériel, car l'équipement appartenait à son mari. Mais il n'était pas clair pourquoi Dustin avait pris précisément cela, alors qu'il y avait dans la maison des choses plus précieuses et plus compactes qui étaient plus faciles à emporter. Par exemple, de l'argent et des bijoux à des endroits visibles. Sur le siège avant de la voiture de Dustin, ils ont trouvé un carnet rose contenant un plan du crime, supposément écrit peu avant l'incident. Il y était question d'une mission contre Tracy Roberts, de la part de son premier mari, John Pittman. Mais dans les notes, il y avait trop de détails que le jeune homme ne pouvait pas connaître à l'avance. Il semblait que Dustin avait écrit sous la dictée ou sous la contrainte. La mère de Dustin n'a pas reconnu ce carnet. Il était rose, plutôt comme un carnet de femme. Et Dustin n'aimait pas cette couleur et n'en aurait jamais acheté un. De plus, il ne tenait aucun journal. Dans le carnet, il n'y avait pas d'autre note que le plan, comme s'il avait été acheté spécifiquement pour cela. Le soupçon est né que Tracy aurait pu donner ce carnet au jeune homme pour mettre en scène l'incident. Les enquêteurs ont révisé leur position sur l'incident. Ils ont conclu que le jeune homme, précédemment considéré comme l'agresseur, était en réalité victime d'une tromperie. Il était naïf et crédule, ce dont Tracy a profité. À cette époque, la femme avait déjà des problèmes dans son nouveau lieu de résidence dans le Nebraska. Les autorités locales la soupçonnaient de falsification de documents et d'avoir fourni de fausses informations sur elle-même. Cela a conduit à une perquisition de son appartement. Après une décennie, les enquêteurs ont pu reconstituer le déroulement des événements. Le 27 juillet 2011, ils ont arrêté la femme qui était auparavant considérée comme une héroïne protégeant ses enfants. Les déclarations de l'ami de Tracy, qui l'aidait au nettoyage de la maison, ont joué un rôle clé. Elle connaissait l'existence d'un carnet contenant la prétendue confession de Dustin. Les enquêteurs ont découvert que ces écrits avaient été créés sous la dictée de Tracy. Aucune trace de lutte n'a été trouvée dans la maison. Les petites égratignures sur le cou de Tracy, comme il s'est avéré, auraient sans pu être auto-infligées. Le type de blessure sur Dustin ne correspondait pas à la description de Tracy. L'affirmation qu'il aurait essayé de se lever semblait incroyable. De telles blessures étaient incompatibles avec la vie. Les experts, après avoir examiné les photos de la scène de crime, ont conclu que Tracy s'était défendue de haut en bas alors que le jeune homme était déjà au sol. Cela contredisait la version de Tracy sur la légitime défense. Elle avait utilisé l'outil alors qu'il était déjà immobile. Néanmoins, la défense a insisté sur le fait que Tracy protégeait ses enfants. C'était une histoire convaincante visant le jury. Les avocats ont affirmé que la plupart des preuves étaient circonstancielles. Le témoin principal de la défense devait être Ours, le fils aîné de l'accusé. Il a rapporté avoir entendu des voix masculines derrière la porte et avoir vu quelqu'un traîner sa mère. Selon l'adolescent, l'agresseur l'avait aussi intimidé. Plus tard, il aurait prétendument vu le jeune homme blessé essayer de se lever. Cependant, la crédibilité de ces déclarations était douteuse. Selon les récits originaux de Tracy, la porte de la chambre des enfants était fermée à ce moment-là, et son fils n'aurait pas pu voir cela. Par conséquent, le procureur a supposé que ses souvenirs avaient été implantés par la mère,
Le procureur a affirmé que l'accusé avait décidé d'éliminer Dustin pour accuser son conjoint, obtenir la garde exclusive des enfants et le contrôle total des finances. C'est en cela qu'ils ont vu la raison principale de l'incident. Selon le procureur, ce jour-là, Tracy a forcé Dustin sous pression à prendre des notes dans un carnet, après quoi l'inévitable s'est produit. Ensuite, elle s'est laissé de légères traces sur elle-même et a placé le carnet et l'ordinateur dans sa voiture. Même l'expert médical a confirmé qu'elle n'aurait pas pu perdre conscience avec de telles blessures, ce qui a également soulevé des questions. Après un long examen du dossier, le jury a déclaré Tracy Roberts coupable. La femme a été condamnée à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Lors du prononcé du verdict, Tracy a éclaté en sanglots dans la salle d'audience. Mais personne n'a cru à ses larmes, qui n'existaient pas en réalité. La femme jouait encore la comédie. Bert a été le plus durement touché par ces événements. Il était convaincu que sa mère avait sauvé la vie de tous ses enfants cette froide nuit-là et qu'elle était injustement emprisonnée. Il continue de lui rendre visite et de la soutenir jusqu'à aujourd'hui. Après quelques années, le second mari de Tracy a récupéré ses enfants avec l'autorisation des services de tutelle et est retourné dans son Australie natale avec sa nouvelle épouse. Tracy continue de maintenir son innocence. Elle purge sa peine à la prison pour femmes de Mitchell Valley, dans l'État de l'Iowa.